préparait depuis l'été la simulation d'un attentat multisite. Élaboré par le SAMUS de Paris, a été organisé le matin du 13 novembre 2015. 11 heures plus tard, ce scénario se concrétisait. Depuis le mois de janvier, nous avons repensé les plans de secours. Pour vous dire, vendredi matin, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a organisé un exercice avec les SAMU sur ce type même d'attentat. Le hasard a fait, pour vous dire, c'est que le matin, au SAMU de Paris, avait été organisé un exercice sur des attentats multisites. Donc on était préparés. C'est un hasard effroyable qui a fait. Mais oui, c'est un hasard effroyable qui a fait que le soir même, c'était voilà, un hasard effroyable. Mais c'est pour vous dire que les professionnels, pas seulement les urgentistes, les réanimateurs, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens, nous avons tous réfléchi et analysé de savoir comment est-ce qu'on pouvait le mieux se préparer à ce type de guerre, à ce type d'attentat. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez une mobilisation des forces de police, des pompiers, des SAMU, des associatifs qui sont venus et on a essayé de sauver le plus de monde possible. Et c'est vrai que les lésions sont des lésions de guerre. C'est vrai que nous avons fait ce qu'on appelle le damage control immédiatement dès l'arrivée des premiers médecins de manière à quantifier les besoins et à orienter le plus vite possible l'ensemble des blessés pour leur rendre le service et essayer de les ressusciter. Cette soirée, en fait, elle a commencé le matin. Commencé le matin parce que le matin, nous répétions l'exercice, exactement le scénario qui s'est produit le soir. Attendez, le matin, vous aviez un exercice oui. En conditions réelles au cas où il y a un attentat. Le matin même, le SAMU avait organisé un exercice sur des attentats multisites. Est-ce que vous étiez quand même prêt à l'importance de ces attentats? Marina, c'est quelque chose qui, lorsqu'on l'évoque maintenant, paraît irréel. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons, depuis la rentrée, des scénarios. Et parmi les demandes que nous avions eues de nous préparer, eh bien, il y avait la demande de fusillades multiples sites dans Paris. Alors, à 10h du matin, donc, l'ensemble des 8 SAMU de la région Île-de-France, nous sommes 8 SAMU dans notre région, ouais. Eh bien, on avait un exercice avec des ordinateurs, des coups de téléphone, des listes de blessés, des éléments, exactement le travail que nous avons eu à faire pour répartir les victimes dans les hôpitaux et répartir nos forces sur divers sites qui apparaissaient progressivement. Et le vendredi matin, à 10h du matin, nous avions préparé avec les 8 SAMU et la brigade des sapeurs-pompiers, conjointement avec nos relations vidéo, nos ordinateurs, une simulation de pratiquement ce qui s'est passé le soir même. Ça veut dire quoi? Qu'on savait, on vous alertait parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir une fusillade? Cette hypothèse était considérée comme une hypothèse parfaitement plausible. Et vous ne pouviez pas imaginer que le soir même, ça arriverait, mais en conditions réelles. Alors ça vous a énormément servi ou pas ce que vous aviez fait le matin? Bien sûr, ça a servi énormément à l'ensemble de nos collègues parce que on était directement dans le bain. Et c'est donc quelque chose que l'on a fait à plusieurs reprises. On s'est entraîné à soigner les gens blessés par les balles, ce qui nécessite une technique de soin qui n'est pas une technique civile, comme vous le comprenez bien. Et donc, on nous avait demandé clairement de nous préparer à ce type de situation. C'est ce que nous avons fait depuis de nombreux mois. On a fait ça, et puis ce jour-là, on avait la partie qui était la partie organisationnelle, c'est-à-dire à partir des bilans des victimes, à partir du nombre des victimes, à partir des sites où ça se produisait, les répartir dans les hôpitaux, et mieux nous coordonner entre nous, médecins, pompiers, police, pour agir comme ça. Nous savions qu'il y avait des victimes potentielles par arme à feu et qu'il y avait aussi la nécessité de pouvoir réagir à plusieurs endroits. Ce n'est pas simple. Et à 10h du matin, donc, c'est un exercice qui est inopiné, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gens prévenus. Eh bien, on téléphone dans les hôpitaux, on dit est-ce que vous pouvez prendre des blessés graves, combien vous pouvez en prendre, à quel moment, est-ce que vous avez les équipes, est-ce que vous devez rappeler du personnel? Parce que vous l'avez bien compris, il s'agit là d'un phénomène évolutif. Il y a à un endroit des blessés graves, à un autre endroit des blessés graves ensuite. Donc nous avons répété à l'exercice la répartition des SAMU et des pompiers sur ces sites pour essayer de garantir à toutes les victimes, quel que soit le moment où cela se produit et quel que soit l'endroit où cela se produit, la possibilité d'une prise en charge médicale sur le terrain. Vous estimez que, par exemple, il n'y a pas eu d'encombrement dans les hôpitaux parce que justement, le matin même, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait répartir le plus équitablement possible les blessés? Un certain nombre de, je dirais, c'était pas encore des leçons, mais de constatations, eh bien, elles vont être appliquées dès le soir même parce que ceux qui étaient le matin à l'exercice, une grande partie de ceux-là vont se retrouver sur le terrain et à la régulation médicale du SAMU le soir. Et donc c'est ça qu'on a fait le matin, et quelques heures après, alors qu'on était encore en train d'analyser tous les points qu'on pouvait mettre en place, eh bien, on a eu à gérer cette situation. Et dans cet exercice, il y avait aussi les représentants de nombreux services hospitaliers qui, le soir même, ont accueilli les victimes.
on a préparé nos équipes avec des gens qui savent faire. On n'invente pas tout. Avec des médecins militaires qui étaient en Afghanistan, avec l'expérience de nos collègues dans d'autres pays, Israël, l'Espagne, l'Angleterre, où il y avait eu ce type d'attentat. Et donc, on a préparé la technique médicale et l'organisation. Et on s'est préparé à ça avec énormément de sérieux, beaucoup d'implications. Évidemment, vous ne le savez pas, évidemment, on ne le dit pas, mais ça a été fait. Donc, l'effet de surprise était bien sûr important, mais la préparation avait été proche et très récente dans l'esprit de tout le monde. Ce n'était qu'une coïncidence. Au risque de décevoir les conspirationnistes, soulignez bien que ce n'est qu'une coïncidence. C'est en ces termes que le médecin Nicolas Poirot tient à être dans le déni de réalité le plus total et à rassurer lamentablement les lecteurs de Slate.fr. L'article de Jean Yvenot, ex-responsable de la rubrique médicale au Monde, dévoile incidemment plusieurs éléments inédits. En voici des extraits. Spécialiste de la médecine de catastrophe, Michel Naron est le co-auteur, avec son chef Pierre Carly, patron du SAMUS de Paris, d'un fascicule publié en 2012 et intitulé « Gestion initiale d'un événement à victimes multiples ». Dans les semaines qui ont suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, Pierre Carly, décoré le 3 avril du titre de commandeur de la Légion d'honneur, avait rédigé un nouveau compte-rendu consacré à la prise en charge des victimes d'un attentat multisite. Et donc, dès cet été, nous avons travaillé ces hypothèses, et d'une manière assez incroyable, le jour même de l'attentat, le matin même, au SAMU de Paris, nous avons réalisé un exercice inopiné qui était la mobilisation des SAMU et des salles de réveil de l'assistance publique pour pouvoir faire face à un attentat multisite qui comprenait 200 victimes. Vous comprenez bien que nous étions proches de la réalité, on ne pensait pas être en dessous de la réalité. Le 24 novembre, le site d'une revue médicale britannique dénommée The Lancet a mis en ligne un long article co-rédigé par Pierre Carly et son supérieur, le juif Martin Hirsch, président de l'assistance publique hôpitaux de Paris, un ultrationniste proche du François Hollande, adepte au dîner du CRIF, compagnon de route du mouvement juif libéral de France, mais aussi proche du juif Marek Alter, soupçonné par le contre-espionnage français d'être un agent des services israéliens. Le titre, la réponse médicale aux attaques terroristes multisites dans Paris. À propos de la simulation opérée le matin même, les auteurs soulignent un fait déjà évoqué antérieurement par Pierre Carly tout au long de ses interviews. Cet entraînement, qualifié de cruelle ironie, avait été un facteur clé dans le succès du traitement des victimes. 2 jours après les attentats, un médecin impliqué dans le soin des blessés et interrogé par Le Monde faisait connaître une autre coïncidence salutaire. C'est l'actualisation de tous les numéros de téléphone 3 jours avant que ne tombe l'alerte, le 13 novembre.
Mais une question reste quand même en suspens. Comment Martin Hirsch et ses partenaires ont-ils choisi cette date pour réaliser une simulation d'attentat identique à celui qui allait se produire le soir même ? L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Le 30 novembre 2015, une agence de presse dénommée AEF et dirigée par Raymond Soubi, un conseiller du milliardaire israélien Patrick Drahi, avait mis en ligne l'interview d'un personnage clé mais méconnu du gouvernement. Thomas Andrieux, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la DLPAJ, du ministère de l'Intérieur. Le lendemain, le site de France Télévisions avait rapporté l'information principale de l'entretien sous ce titre « Attentat, les décrets sur l'état d'urgence adoptés avant même l'assaut du Bataclan ». En voici des extraits. Le site du groupe public audiovisuel ne s'attarde pas, en revanche, sur le profil singulier de l'interviewé. L'homme est à la tête de la DLPAJ depuis l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Auparavant, il était son directeur de cabinet adjoint durant les 2 années de Valls, au ministère de l'Intérieur. Issu d'une famille de hauts fonctionnaires, fils et petit-fils de préfet, Thomas Andrieux est également lié, par sa femme, à la communauté juive et à Israël, pour paraphraser une célèbre phrase de Manuel Valls. Il est l'époux de Marguerite Bérard-Andrieux, une ex-conseillère technique de Nicolas Sarkozy, qui provient également d'une famille de hauts fonctionnaires. Sa belle-mère, dénommée Marie-Hélène Bérard, fut la conseillère aux affaires sociales de Jacques Chirac. En 2011, on pouvait évoquer son patronyme en dévoilant la liste confidentielle des membres d'une association élitiste, dénommée Le Siècle. Promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, une décoration saluée par la revue Judaïsme et Liberté, Marie-Hélène Bérard, impliquée dans des œuvres philanthropiques à destination des communautés juives en Ukraine et en Estonie, dispose également d'une double casquette pour le moins particulière, c'est-à-dire membre du comité directeur du CRIF et trésorière de la Chambre de commerce France-Israël. Il faut préciser que le Conseil représentatif des institutions juives de France et la Chambre de commerce France-Israël furent présidés par la famille Kuckerman, Roger Kuckerman au CRIF, et à la CCFI, Henri Kuckerman. Une famille décidément très investie dans l'idéologie sioniste, puisque le fils de Roger Kuckerman, prénommé Édouard, exerce entre autres fonctions la mission de porte-parole de l'armée israélienne. Et pour finir, Thomas Andrieux fut également celui censé superviser la prétendue dissolution de la Ligue de défense juive, groupuscule ultra-sioniste, raciste et violent, interdit aux USA et en Israël.
Dans cette constellation de coïncidences autant salutaires que troublantes, le soir du 13 novembre, 2 des 81 casernes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dirigée par un ex-conseiller militaire de l'OTAN, faisaient chacune l'objet d'un reportage réalisé par TF1 d'un côté et M6 de l'autre. Arrivés avant la police, ces pompiers étaient situés à 5 minutes des bars ciblés par les terroristes. Conséquence, une autocensure en douceur. TF1 et M6 auront chacune supprimé leur reportage controversé sur les attentats du 13 novembre. Pour quel motif? Le courroux affiché par le ministère de l'Intérieur, qui déplore la diffusion d'images de victimes pourtant floutées, 3 jours après les attentats, ce qui avait obligé les signes de TF1 pour le JT de 13h et M6 pour l'émission 66 minutes, regardée par environ 2 millions de téléspectateurs, de retirer leurs vidéos respectives. Mais voilà, il est déjà trop tard, puisque de nombreux internautes avaient mis en ligne ces 2 documents et ont donc laissé des traces. Au-delà de l'aspect sensationnaliste des images et de la pseudo-polémique suscitée par le ministère de l'Intérieur, qui chapeaute l'unité militaire des pompiers via la préfecture de police, une coïncidence stupéfiante frappe quand même l'esprit. Un vendredi soir, des journalistes salariés par les 2 plus importantes chaînes privées de la télévision française étaient simultanément en train de couvrir, pour TF1 TMC d'un côté et M6W9 de l'autre, le travail de pompiers situés au plus près de scènes d'attentats. La question qui se pose vraiment, c'est pourquoi soumettre ces 2 chaînes à s'auto-censurer, si tout cela n'est que coïncidence fortuite. Précisément, les casernes respectives de Chaligny, suivies par M6, et Château-Landon, couvertes par TF1, sont toutes les 2 situées à environ 5 minutes en voiture. Des bars ciblés, la Belle Équipe et le Carillon, selon les indications vérifiables sur l'application Google Maps. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris comporte 81 casernes. Pourquoi ces 2 casernes avaient-elles été choisies en particulier pour faire l'objet d'un reportage tourné un vendredi soir et réalisé simultanément par 2 équipes de télévision nationale? Celui qui avait décidé de l'affectation de ces casernes, c'est simplement l'homme qui dirigeait depuis le 1er août la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Philippe Boutineau, nommé par décret présidentiel. En creusant davantage, sa particularité est la suivante. De 2008 à 2012, il a été le spécial assistant du président du comité militaire à l'état-major de l'OTAN, l'organisation atlantiste, dont il avait déjà servi dans le passé comme officier de liaison, notamment dans les Balkans. Le 8 avril 2014, Arte diffusa un documentaire consacré à un sujet tabou dans l'enseignement occidental de l'histoire contemporaine, le réseau Gladio, armée secrète d'Europe.
Son sujet est bien connu puisqu'il s'agit de la mise en place par l'OTAN d'opérations criminelles, voire terroristes, qui furent perpétrées par des groupes paramilitaires secrets installés au cœur de l'Europe. Rappelons par ailleurs que Boutino fut bien évidemment le co-responsable de la simulation d'attentats organisés le matin même. Le soir du 13 novembre, étant donné la présence du chef de l'État, Boutino, représentant le corps constitué de la brigade des pompiers, était présent au Stade de France. Lors de la première détonation d'un kamikaze, les gens présents dans le stade avaient cru qu'il s'agissait d'un pétard festif, vu le contexte d'un match amical. D'un autre côté, dès la seconde explosion, certains finissaient par ironiser à la situation, à un attentat sans y vraiment faire allusion. Et avancez, merde! Mais non, c'est une bison. Ça sert à rien. C'est pas... Ça, c'est un attentat raté. Et pourtant, dans un entretien qu'il accorda, 2 jours après à Audrey Pulvar sur iTélé, il raconta qu'il fut particulièrement perspicace et avoir alors quitté les lieux, puis rejoint son véhicule, non pas à la seconde explosion, mais dès la première. Notons que son bras droit et porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dénommé Gabriel Plus, est également un ancien collaborateur de l'OTAN. De 2011 à 2012, il était chef de projet dans l'analyse des engins explosifs improvisés au sein de l'Agence européenne de défense. Les travaux de son laboratoire de recherche antiterroriste furent notamment repris et développés par l'OTAN. Pour conclure, la réaction de Boutino à cet événement peut paraître extrêmement suspicieuse qu'incongrue. Mais en réalité, il s'agit simplement d'une parfaite marionnette qu'on utilise dans cet attentat sous faux drapeau via sa co-responsabilité de cette simulation d'attentat organisé le matin même. Ainsi, comme le fer bien chaud quand on le bat encore, et vu son grade et son sens de la discipline à servir la France, quoi qu'il puisse arriver, il sera en mesure d'être suffisamment opérationnel pour intervenir, sans se douter psychologiquement de quoi que ce soit, puisqu'il devait être établi à ce qui s'est passé, soit une épouvantable coïncidence. Que s'est-il passé exactement au Bataclan dans la soirée du 13 novembre? En guise de rappel, voici la version officielle rapportée par France 2, délivrée par François Molin, et relayée sans sourciller par la totalité des médias traditionnels de l'Hexagone, faisant mention de 3 individus porteurs d'armes de guerre, qui auraient fait irruption dans la salle du Bataclan. Le Bataclan affiche complet, 1500 personnes. C'est un spectateur qui filme. Il est 21h40. Soudain, des détonations. 3 terroristes, peut-être 4, viennent d'ouvrir le feu. Ils sont arrivés par l'entrée principale, en tuant un agent de sécurité à l'extérieur du bâtiment. À 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant, vous le savez, la salle de spectacle, le Bataclan, au 50 boulevard Voltaire. 3 individus porteurs d'armes de guerre en sortent. Ils vont faire irruption dans la salle et tirer en rafale en plein concert pour ensuite prendre en otage le public qui, semble-t-il, a été regroupé devant la fosse
devant l'orchestre, ce qui explique que ce soit là que l'on trouve le plus de victimes. Ils entrent par cette porte à l'arrière de la salle. Le public est debout face à la scène et dos aux terroristes. C'est ce que montre cette photo prise au début du concert, avant l'attaque. Lors de l'assaut donné vers 0h20 par la BRI et le RAID, auquel je veux rendre spécialement hommage, 3 terroristes ont trouvé la mort. Le premier tué par un tir des forces de l'ordre et l'explosion du dispositif explosif qu'il portait, tandis que les 2 autres, chacun, ont actionné une ceinture explosive qu'ils portaient, qu'ils ont donc actionné au moment de l'assaut des forces de l'ordre. Les assaillants tirent d'abord en rafale dans la foule, puis au coup par coup sur les spectateurs au sol. En quelques minutes, il y a déjà des dizaines de morts. Une 50aine de spectateurs montent au premier étage et ouvrent cette porte au fond, à droite de la scène. Pour les autres, ne restent que les issues de secours sur l'aile sud du Bataclan. À l'heure où je vous parle, on décompte 89 victimes décédées et de très nombreux blessés. 2 silhouettes, dont cette femme suspendue dans le vide. Elle était à l'étage et tente de fuir par la fenêtre. Car 2 des terroristes viennent d'atteindre le balcon. Ils tombent nez à nez avec une dizaine de personnes. Les assaillants ont désormais des otages. Ils les entraînent derrière le balcon, dans ce couloir, et vont les placer comme des vigies. 3 devant la scène, les autres face aux fenêtres. Mais cela n'empêche pas un commissaire de police de faire irruption. 22h30, il tire sur l'assaillant, resté dans la fosse. Celui-ci déclenche sa ceinture explosive. Les policiers s'infiltrent dans les escaliers. Un sniper élimine le 2e terroriste. Il s'était entouré d'otages. Le 3e assaillant, lui, se fait exploser, avec des spectateurs autour de lui. Ce reportage contient plusieurs spéculations gratuites, mais surtout une erreur en particulier. Aucun agent de sécurité n'a été tué ce soir-là. Capturé par un spectateur du concert et posté le soir même à 22h50, soit 1 heure après sur Instagram, un document vidéo avait été repris dès le lendemain par l'ensemble de la presse internationale. Le 19 novembre, le site du Corriere della Sera diffusait à son tour un extrait audio enregistré par un spectateur dénommé Capuana des 2 premières minutes de l'attaque. Chose étrange, un autre document vidéo, capturé le soir du concert au Bataclan, avait été totalement ignoré par l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle de l'Hexagone, désormais sous contrôle depuis l'instauration de l'état d'urgence. À l'inverse, des médias étrangers, parmi lesquels le Daily Telegraph, premier quotidien anglais de la zone, avait rapporté son existence dès le lendemain de l'attaque. De quoi s'agit-il? Dans la soirée du 13 novembre, la compagne du chanteur alors sur scène, une ex-star du porno amateur dénommée Tuesday Cross, est reconvertie en crypto-sataniste férus d'armes, filmé en direct via son compte de l'application Periscope, le concert depuis le bar et le balcon. Lors de son avancée, smartphone en main, dans les escaliers du Bataclan, elle avait capturé l'image furtive d'un individu entièrement vêtu de noir, encapuchonné et muni d'un sac à dos. Transportant un objet non identifiable dans ses bras, l'inconnu dévale à toute vitesse les marches de l'escalier reliant le second et le premier étage. Les images de l'homme en noir apparaissant dans les secondes qui ont suivi l'avant-dernière chanson entonnée alors par Jesse Hughes et intitulée Save a Prayer. Selon de nombreux spectateurs ou riverains présents ce soir-là, les terroristes étaient tout en noir, à l'instar de l'individu filmé par Tuesday Cross. Son compagnon, Jesse Hughes, fut d'ailleurs persuadé selon l'édition de Paris Match parue le 3 décembre 2015, qu'il y avait plus de 3 tireurs, et qu'ils étaient déjà dans la salle avant de shooter. En voici des extraits.
s'occuper de l'accès et de la sécurité du Bataclan. 3 semaines après le carnage, un certain flou perdure sur ce sujet. À titre d'exemple, selon Dominique Auvert, co-gérant depuis 2004 de la salle, on faisait attention, on fouillait les sacs. Quand le concert commence, il reste toujours 3 ou 4 gars de la sécurité devant la salle, à l'entrée. Problème, le responsable de la sécurité, surnommé Didi, et qui refuse de décliner son patronyme, avait lui-même indiqué au monde avoir été seul à l'entrée du Bataclan. Autre contradiction, Didi indique qu'ils étaient 6 agents en tout, tandis que Revers affirme que 12 personnes constituaient ce soir-là l'équipe de sécurité. Le seul élément d'information semble assuré, récemment interviewé par BFM TV, c'est le recruteur de ces agents, le juif Pascal Twitou, l'ancien copropriétaire du Bataclan aujourd'hui professionnellement lié à Israël.